Bon, alors je vais continuer ma présentation livre. Moi, je ne sais plus exactement où est-ce que j'en étais. Bon, alors, donc, ici, vous avez l'archipel d'une autre vie de André Makin. Donc, ça, c'était aussi dans ma bibliothèque, là-bas, dans la petite pièce à côté. Voilà. Donc, de l'Académie française. Rentrée littéraire 2016, donc la rentrée littéraire de l'an dernier. Cette année, je n'ai encore rien acheté de la rentrée littéraire. C'est en ce moment, voilà. Mao d'Artois, je ne sais pas si je l'ai déjà présenté. Mao d'Artois qui vivait entre 1302 et 1329 en Artois. C'était son gouvernement entre 1302 et 1329. Donc j'avais été à une prof, j'avais un livre sur Mao d'Artois, était très étonnée. C'était la prof, elle faisait le cours dessus, elle ne connaissait pas, c'est aux éditions Perrin, pourtant les éditions historiques. Voilà. Donc Mao d'Artois qui serait apparemment une de mes ancêtres. J'ai des ancêtres nobles comme ça un peu, mais c'est surtout des flamands, mais il y en a aussi quelques français parmi eux. Bon, Histoire de France. Histoire de France. Ça fait partie de la bibliothèque de tout historien, c'est l'Histoire de France de Lavis. Vous savez, Lavis, on a fait ça en deuxième année, on avait toute l'historiographie à faire avec les différents historiens, les écoles historiques, etc. Voilà. Dictionnaire de la préhistoire qui fait partie de ma bibliothèque de travail actuelle. Voilà. Donc j'ai le dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, le dictionnaire de la préhistoire. Je crois que je vais arrêter là parce que j'en ai un stock sur mon genou. C'est un peu trop lourd, je vais les ranger. Bon voilà, alors ici toujours dans ma bibliothèque de travail, dictionnaire de la Bible, c'est contemporain de la Mésopotamie. Oui, si, c'est la même région, c'est contemporain, mais c'est un petit peuple par rapport à de très grands peuples qui étaient païens. Il y avait un petit peuple chrétien, enfin un petit peuple juif qui a donné la source de la chrétienté, voilà. Donc c'est troisième dictionnaire de travail. On a la Mésopotamie, la préhistoire et la Bible. Donc dans la collection bouquins comme la Mésopotamie et Robert Laffont, bouquin, voilà. Anne-Marie Gérard. Une rentrée littéraire 2013. Alors des petits fascicules de la rentrée littéraire par les Inrecuptibles. Je les ai eus les années précédentes. Cette année, je ne l'ai pas trouvé. Véronèse. Véronèse qui était à mon programme il y a 2 ans. J'ai fait l'art vénitien. Voilà. Véronèse, c'est assez beau, mais c'est pas toujours ce Véronèse là. Il y a aussi des choses plus dures chez Véronèse, comme l'art vénitien, ça c'est dur. Hein. Rembrandt, c'est assez dur aussi. Non, Rembrandt, c'est bien. Rubens, c'est assez dur. Rembrandt et Vermeer sont très bien. Ils sont très beaux. Mais Véronèse, il y a de tout. Le don du roi, l'ami du roi, Rose Trémin. Charles II, suit la restauration du roi Charles II, un jeune étudiant en médecine. Robert Mérivelle. Alors c'est un roman historique. Hein. Voilà, un roman historique. Justice et société en France, c'était mon UE sur la justice en France, donc que je faisais par correspondance, donc il y a 2 ans. Par correspondance, oui. Donc
16e, 17e, 18e siècle. Ça correspondait à mon programme par Benoît Garano. Une rentrée littéraire 2015, donc toujours les Inrecuptibles. Et ici, Amin Malouf, un fauteuil sur la scène. Alors ça, j'ai commencé à le lire. J'ai lu plusieurs chapitres. Il s'agit de synoptique de toutes les personnes qui ont occupé le siège de l'Académie française que occupe Amin Malouf. Il a été occupé par des tas de gens près de lui parce que dans l'Académie française, ils vont sur un siège qui a été occupé par telle et telle et telle et telle personne avant. Alors il fait un synoptique de tous les gens qui ont occupé ce siège, mais vraiment dans toutes les époques, c'est-à-dire depuis 4 siècles. Hein, donc depuis 400 ans avant Amin Malouf, l'Académie française existait. Et il y a eu des gens qui ont occupé le même siège que lui. Les sièges ont des numéros, je ne sais pas trop, mais enfin bref. Donc ici par exemple, c'était Philippe Quinault en 1670. J'étais arrivé là d'ailleurs. Voilà. Quelques noms. Joseph Michaud. Ernest Renan est connu lui. Gabriel Anoto. André Siegfried. Il y a d'illustres inconnus qui ont occupé le siège de l'Académie française avant lui. Voilà. Alors ça, dans ma bibliothèque de travail, toujours. Eric Klein, 1177 avant Jésus-Christ. Le jour où la civilisation s'est effondrée, ça existe en anglais. C'est original en anglais. C'est sur les siècles obscurs. Alors les siècles obscurs, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une période de l'histoire antique de laquelle on ne sait presque rien. On sait qu'il y a des peuples de la mer, c'est joli, les peuples de la mer, j'adore ce mot-là. Les peuples de la mer qui ont envahi l'Égypte du Nord, mais les Égyptiens étaient suffisamment organisés pour résister. Par contre, tous ceux de l'Est, de l'Orient, dont la Mésopotamie, tous ces empires-là se sont écroulés. Il y avait l'empire des Hittites, donc du Hatti, l'empire du Mitanni. Il y avait plusieurs empires qui se sont écroulés sous la pression des peuples de la mer et apparemment d'autres peuples venus du nord-ouest, on ne sait pas trop. Et la Grèce mycène, enfin la Grèce c'était pas encore la Grèce, c'était Mycène, et donc Mycène et aussi Knossos, la Crète, tout ça, toutes ces civilisations-là sont tombées à cette époque-là. Alors on dit entre 1200 et 900 avant Jésus-Christ. Et donc, bon, à la même époque, il y avait Salomon, 1000 avant Jésus-Christ, on ne sait pas trop. Salomon, moi je l'ai daté 1000 avant Jésus-Christ d'après mes chronologies, arbre généalogique, mais je ne sais pas trop. Donc voilà. Donc ici, la découverte en poche. La découverte poche, édition de la découverte poche. Intéressant si vous vous intéressez aux périodes mystérieuses de l'histoire de l'humanité. C'est très très vieux, c'est 1000 ans avant Jésus-Christ, 1100 ans avant Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Voilà. Alors, plus vieux encore, vous avez Sumer. L'histoire commence à Sumer. Alors, on distingue la préhistoire, la proto-histoire et l'histoire. L'histoire, c'est tout ce qui a été écrit, on a des témoignages écrits. Donc les Sumériens ont inventé une écriture, les Égyptiens aussi un peu plus tardivement, et il y a aussi l'écriture de l'empire d'Akkad. Donc l'écriture de Sumer s'est transformée peu à peu. La langue de Sumer, langue inconnue, on ne sait pas trop, on a réussi à la déchiffrer, mais on n'apparente à rien d'autre. Et ensuite la langue de l'empire d'Akkad, qui ressemblerait, paraît-il, à l'arabe, c'est une langue sémitique. Et donc voilà. L'histoire commence à Sumer. À Sumer, on a commencé à écrire. C'est le début de l'histoire
pas de l'histoire humaine, parce que l'histoire humaine dure depuis 3 500 000 ans. Ça a commencé en Afrique, dans la vallée de l'Omo, dans le site d'Olduvai, un tas de choses comme ça. Mais là, c'est là qu'a commencé l'écriture. Et entre deux, on a la proto-histoire. La proto-histoire, on a pas mal d'œuvres artistiques. Les Celtes, par exemple, l'âge de fer, l'âge de bronze, c'est tout ce qui n'est pas écrit. C'est-à-dire que les Celtes n'écrivaient pas, ils avaient une tradition orale. Donc ça, c'est la proto-histoire. Les Celtes, aussi, ici, avant Sumer, vous avez d'autres civilisations, comme la civilisation d'Obed, la civilisation de la céramique, 6000 ans avant Jésus-Christ, dans la même région. Donc, toutes ces civilisations-là n'écrivaient pas, ou alors leurs écrits ont été détruits, mais on suppose qu'ils n'écrivaient pas. Et donc, c'est très, 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 très... très difficile de reconstituer leur histoire. C'est pareil là, dans les siècles obscurs, donc entre 1100 et 900 avant Jésus-Christ, à peu près, 1200 et 900 avant Jésus-Christ, il n'y a presque pas d'écrits, parce que les écrits, on ne sait pas, ça a été détruit. Il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a eu des batailles, les gens se sont battus entre eux. Et il y a des empires qui sont tombés, il y a un tas de choses qui se sont passées, mais il n'y a pas eu de témoignage direct sur cette période-là. Tout a été brûlé, effacé, on ne sait pas trop. Voilà, il y a 3 siècles obscurs, qu'on appelle les siècles obscurs. Alors avant, il y avait Mycène, il y avait l'Égypte, les pharaons, etc. Ils ont encore existé après, parce qu'ils ont continué. Cléopâtre, par exemple. Donc après, il y a eu les Ptolémées, qui étaient aussi pharaons. Qui venait de Macédoine le premier, mais vous avez aussi des empires à l'époque qui se sont écoulés, et ensuite on a repris avec Cyrus et des gens comme ça. Après ça a été la Perse qui est venue remplacer tous ces empires du Proche-Orient. Voilà, donc ce sont des siècles énigmatiques. Mais c'est de l'histoire quand même. C'est de l'histoire, mais l'histoire obscure, on ne sait pas trop. Il y a des périodes comme ça. C'est comme le début du Moyen-Âge, il y a des écrits. Bon, il y avait Saint-Grégoire et un tas de gens comme ça qui ont écrit. Dans l'Antiquité, on a beaucoup écrit, dans l'Antiquité grecque et romaine. Puis après, il y a eu une période où on a écrit moins, on a fait moins de... On a fait beaucoup moins de choses. Alors peut-être qu'un jour, nous, on est la civilisation de l'écrit encore. Seulement on écrit sur du papier, et le papier, ça ne conserve pas. C'est ça qu'il faut que vous sachiez, que tous ces livres-là, dans 500 ans, ils seront tellement vieux qu'on pourra à peine tourner les pages. Alors on a l'informatique, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et ça va peut-être être remplacé par autre chose. Au moins, on a la chance que ça dure, mais on fait toujours de nouveaux logiciels, de nouvelles choses. Il faut toujours changer d'ordinateur parce que vos anciens ordinateurs sont obsolètes, etc. Donc en fait, on a beaucoup de peine à comprendre ça, que ça évolue tellement vite actuellement qu'il y a déjà des choses qu'on ne sait plus lire. Les vinyles, par exemple, si vous avez gardé votre vieille platine, ça va. Mais on refait des vinyles maintenant, des nouvelles platines. Mais il y avait une époque où on ne faisait plus de vinyle du tout. Les gens qui n'avaient pas gardé leur vieille platine, ils avaient leur disque là, mais ça ne servait plus à rien. Pareil, on fait je sais pas quoi, la Bluetooth, les CD. Alors moi, il y a des CD que je ne sais pas lire sur un lecteur de CD, je suis obligée de les mettre dans l'ordinateur pour pouvoir les lire. Les jours où il n'y aura plus d'ordinateur, on ne saura plus lire tout ça. Ça, on sait encore lire les livres. On sait encore les lire il y a 500 ans, etc. Mais seulement c'était fait sur des beaux papiers, bien épais, etc. Peut-être que vos livres d'art, bien épais, etc. resteront. Mais tous ces livres-là, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Voilà. Parce que, le papier, ça se dégrade aussi. Voilà. Déjà, si je regarde mes livres des années 60, ils sont déjà tout jaunis. Ils sont devenus tout jaunes.
Bon, voilà, comme la fois précédente, une annexe à ma vidéo. Alors, voilà. Donc, ici, on avait d'abord... oui, je voulais parler de certaines choses dont j'ai parlé et faire des précisions. Alors, tout d'abord, sur Mao d'Artois. Alors, je vous ai dit qu'elle était parmi mes ancêtres, peut-être. Donc, c'est une femme de pouvoir du Moyen-Âge. Et donc, il y a plusieurs femmes comme ça. Nous, on avait un cours comme ça. J'étais en cours par correspondance sur les femmes de pouvoir du Moyen-Âge. Et Mao d'Artois en faisait partie. Ma professeure ne connaissait même pas ce livre sur Mao d'Artois. Mais moi ça m'intéresse beaucoup dans la mesure où c'est à la fois une ancêtre et puis aussi une femme de pouvoir du Moyen-Âge. Voilà. Ensuite, bon, Ernest Lavis, ça c'est l'histoire, donc je vous ai parlé d'historiographie, c'est un peu le père de l'historiographie en France. Seulement ces livres, ils étaient, bon, ils seraient décriés maintenant parce que il faut dire que à cette époque-là, l'époque où il a écrit, c'était encore l'histoire pendant la Troisième République, donc c'était assez patriotique, disons. La France, on mettait en relief tout ce qui était qui avait fait la grandeur de la France, et donc un petit peu cocardier dans sa façon de présenter, mais à l'époque c'était comme ça. On ne prenait pas vraiment en considération l'étranger, c'était toujours uniquement l'histoire de France comme nous. On l'a appris aussi dans les années 50, hein, ça n'avait pas changé trop d'esprit. Les années 50, moi j'étais élève pendant la 4e République à l'école primaire, et un peu au début de la 5e, et je dois dire que c'était un peu le même esprit en histoire de France. On apprenait l'histoire de France, Saint-Louis, Jeanne d'Arc, un petit peu Napoléon, mais on faisait surtout le Moyen-Âge, Philippe Auguste, tout ça, et c'était vraiment le même style, disons. Voilà. Ensuite, on a André Leroy-Gourand, dictionnaire de la préhistoire. Alors, je m'en suis déjà servi parce que je fais des études aussi. Donc, un master qui contient à la fois la Mésopotamie et la préhistoire. Je fais des études sur... attention, je suis en train de faire trembler tout parce que je tremble pas moi-même, mais disons que j'ai froid, donc je me réchauffe comme ça et puis ça fait tout trembler, excusez-moi. Donc voilà, donc dictionnaire de la préhistoire. Il y a des articles intéressants, quelquefois ça coupe un peu aussi avec la Mésopotamie. Donc la préhistoire, vous pouvez la diviser en plusieurs parties, c'est-à-dire que vous avez le paléolithique, hein, donc c'est l'ancien âge de pierre, le néolithique, le nouvel âge de pierre, le mésolithique, le moyen âge de pierre, et entre tout ça, vous avez par exemple le paléolithique inférieur, moyen, supérieur. C'est l'époque paléolithique supérieure où on a fait les peintures rupestres, etc. Avec le magdalénien, etc. Le solutréen, tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai eu la chance d'apprendre avec un professeur qui a fait des fouilles à Achel, qui a donné le nom de Acheléen. L'Acheléen, c'est une façon de tailler les outils qui est différente donc dans tout ce qui est sud-ouest européen et sud-européen par rapport au nord-est. Voilà. Et donc parce qu'on distinguait plusieurs cultures dans la préhistoire selon la façon dont on taillait les outils, etc. Voilà. Donc ensuite, le dictionnaire de la Bible. Bon, alors la Bible c'est utile parce que c'est quelque chose qu'on disait toujours en tant que germaniste. Hein. J'étais professeur d'allemand, donc je préparais le CAPES, la réalisation, etc. Ce que j'ai pas réussi complètement d'ailleurs. Et donc
Voilà, je parle de l'agrégation, j'ai pas réussi complètement, j'étais 5 fois admissible. Et donc, le dictionnaire de la Bible, on nous disait toujours, à nous les germanistes, qu'il fallait absolument lire la Bible parce que c'était la base un peu de la littérature, par exemple. On trouve des citations bibliques. Il n'y a pas qu'en allemand. Par exemple, si vous prenez les chansons de Bob Dylan, qui est prix Nobel de littérature, vous trouvez dans ces chansons un tas de citations bibliques. Et donc, on trouve dans toute la littérature, on trouve des allusions à la Bible, et c'est pour ça, des expressions tirées de la Bible, etc. C'est pour ça qu'il faut absolument bien la connaître pour quand on est germaniste, mais aussi quand on fait des études supérieures, surtout littéraires ou bien historiques. Il faut absolument, et même de langue, il faut absolument bien la connaître. Voilà. Bien la connaître, et un dictionnaire de la Bible donne en plus des explications sur les différents personnages, par exemple les différents pays aussi, etc. Alors la Bible, il faut la considérer comme un livre historique. Bon, peut-être pas la Genèse, parce que la Genèse c'est assez, disons, c'est plus poétique, etc. Mais vous avez de nettes allusions à des personnages historiques qui ont réellement existé. Même dans l'Ancien Testament, c'est pas une invention, c'est pas tombé du ciel, c'est presque par moments simplement un livre d'histoire. De l'histoire, c'est-à-dire alors l'histoire c'est plus récent, l'histoire de la Bible, que l'histoire par exemple de Sumer ou bien de Mésopotamie, qui a commencé au 3e millénaire. La Bible elle commence à peu près au 2e millénaire. Sauf évidemment la Genèse qui fait allusion à des événements antérieurs qui ont été rapportés oralement, mais qui sont en concomitance avec d'autres événements. Par exemple, l'épopée de Gilgamesh parle du déluge, d'une autre façon que la Bible, mais elle en parle aussi. Le déluge, ça pourrait être par exemple la fonte des glaces à la fin de la glaciation. C'est-à-dire que le Tigre et l'Euphrate ont certainement fait à ce moment-là de très grandes inondations qui ont été appelées le déluge. Parce que l'eau descendait des montagnes du Caucase, de la Turquie, etc. Et ça descendait, ça a dû inonder la Mésopotamie. Voilà. Donc ensuite, il y a 2 livres sur la rentrée littéraire qui sont des suppléments à la revue Les Inrecuptibles. Donc une revue, c'est un hebdomadaire culturel, je dirais, avec aussi des essais sur la société actuelle, mais disons pas culturel, où vous avez des articles sur la musique, sur la musique, sur la littérature, sur le cinéma, sur les nouveaux livres qui paraissent. Ils ne sont pas forcément les mêmes que dans les autres revues. Donc voilà, c'est intéressant à lire. Et dans les livres sur la rentrée littéraire, vous avez des extraits des différents auteurs qui font la rentrée littéraire de chaque année, qui a lieu au mois de septembre. Voilà. Alors Véronèse, c'est un peintre que j'ai travaillé dans le cadre de l'histoire de l'art, en peinture vénitienne. L'année suivante, j'ai plus pris cette UE-là parce que j'avais pas réussi cette UE, donc j'en ai pris une autre. J'ai pris le symbolisme, et j'ai réussi le symbolisme alors que j'avais pas réussi la peinture, la peinture vénitienne. Donc voilà. Alors ensuite, pourquoi voulais-je parler encore? Voilà. Alors, Amin Malouf, j'ai dit un fauteuil sur la scène. Alors, dans ce livre, j'ai parlé clairement. Il traite d'un fauteuil de l'Académie française, sur lequel il a été élu.
Et ce fauteuil, donc, sur lequel il a été élu, a été occupé avant lui par de nombreuses personnes, dont certains sont restés d'illustres inconnus. C'était pas inconnus à l'époque, mais maintenant ils sont inconnus. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écrivains qui sont tombés dans l'oubli. Alors souhaitons-lui de ne pas tomber dans l'oubli et de rester célèbre dans les siècles futurs, parce que des siècles précédents, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui ont siégé à l'Académie française et que le grand public ne connaît absolument pas. Voilà. Et c'est un peu, disons, rappeler tous ces gens qui ont siégé à l'Académie française. Oui, je regarde si ça filme toujours, donc je fais une petite interruption. Voilà, c'est toujours en train de filmer, 10 minutes 33. Et bien voilà, en regardant si tout était... si la caméra fonctionnait encore, je l'ai éteinte, c'est bien ça. Bon, mais voilà, donc un deuxième petit bout de film. Voilà, donc Eric Klein. Donc le jour où la civilisation s'est effondrée, eh bien c'est une période que j'aime beaucoup, les siècles obscurs, que j'aimerais bien trouver ce qui s'est passé dans ces siècles obscurs, parce que beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet. Donc c'était il y a plus de 3000 ans, si je calcule bien, presque en 1200 avant Jésus-Christ, on est en 2000 après Jésus-Christ, donc c'était il y a 3200 ans. Et Sumer, c'était encore plus vieux, puisque c'était 3000 avant Jésus-Christ, donc c'est il y a 5000 ans. Alors je ne sais pas ce que j'ai dit, parce que j'entends pas bien ce que j'ai dit, parce que le son est très bas. Et quand je réécoute, vous ça va, vous entendrez plus fort sur internet, ça dépend sur quoi vous écoutez. Mais pour moi, le son d'enregistrement de l'ordinateur est très bas, et le son de reproduction surtout. Et en plus, il y a toujours un chauffage qui marche et qui fait du bruit derrière, donc ça couvre ma voix. Pas quand je vous parle, mais ça couvre la voix qui est comme moi j'écoute. Donc, je voulais vous dire que Sumer, donc je ne sais pas si c'est là qu'a été créée l'écriture. C'était une langue différente donc de la langue de l'empire d'Akkad qui a succédé donc à Sumer dans la même région. Donc on avait plusieurs empires qui se sont succédés là. Donc Akkad c'était 2200 avant Jésus-Christ, Sumer 3000 avant Jésus-Christ. Ensuite il y a eu des royaumes, comme le royaume de Haute-Mésopotamie, etc. Donc 1800-1900 avant Jésus-Christ. Et donc là on peut dire 1800-1900 avant Jésus-Christ, c'était peut-être à peu près l'époque d'Abraham. Donc là où commence vraiment l'histoire biblique en même temps, mais dans une autre région. Et c'est autre chose. Si vous voulez faire des comparaisons, c'est assez difficile. Donc toute cette histoire est contenue dans des livres sur des tablettes d'argile. Et donc sur les tablettes d'argile, on a déchiffré toutes ces tablettes d'argile, autant celles de Sumer que celles d'Akkad et que les autres. Celles de Haute-Mésopotamie, on a vu qu'il y avait du commerce. Au début, on faisait surtout des listes de choses que l'on vendait, hein, principalement. Les récoltes, on calculait beaucoup à l'époque. C'était surtout des tablettes administratives, commerciales. Et donc on a retrouvé, et on les a retrouvés principalement là où les bâtiments avaient brûlé, parce que les tablettes se sont durcies. Et ce sont ces tablettes-là qu'on a réussi, qui se sont le mieux conservées et qu'on a réussi à déchiffrer. Et donc on sait à peu près que tout ce qui s'est passé, enfin pendant ces siècles, ces millénaires, enfin ces 2 millénaires. Par contre, en 1177 avant Jésus-Christ, il y a une coupure, parce qu'on ne trouve plus de documents sur ces 3 siècles-là, enfin 2 ou 3 siècles, entre 1200 avant Jésus-Christ et 900, 800 avant Jésus-Christ, donc avant la Grèce antique. Voilà.
Donc la Grèce archaïque qui commence vers 800 avant Jésus-Christ. Rome commence 700 avant Jésus-Christ. Donc voilà la royauté romaine qu'elle a succédé la République ensuite, et vers 33 avant Jésus-Christ, là c'était l'Empire romain ensuite. Mais disons que l'histoire romaine, ça fait quand même 1000 ans où se succédait la royauté, plus que 1000 ans. 700, moins 700 à plus 500 à peu près. On peut calculer 1200 ans, pas d'empire, mais 1200 ans d'histoire romaine avec la royauté d'abord, environ 300 ans, ensuite la République environ 500 ans, et ensuite l'Empire encore 500 années, ça dépend où on l'arrête, donc voilà. C'est une histoire très très longue, hein, donc toutes ces civilisations. Et on se demande, oui, c'est ça que je conclus, donc en se demandant qu'est-ce qui va se passer maintenant avec tout ce que nous on fait. On a une belle civilisation, d'accord, mais qu'est-ce qu'on en trouvera dans 2000, 3000 ans? Qu'est-ce qu'il restera de nos disques vinyles, de notre musique, de nos livres, parce que le papier se dégrade beaucoup plus facilement que les tablettes ou que le papier, ça se dégrade plus rapidement que les tablettes et que les papyrus, etc. Parce qu'on n'a pas des papiers de très bonne qualité actuellement. Donc voilà, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il restera de nous dans 2000, 3000 ans de notre époque. Nous, on pense que c'est une grande époque. Et on se demande, on se dit, voilà. Peut-être que dans 500 ans, 1000 ans, on parlera encore de nous, mais après, on ne sait pas. Voilà, au revoir, à bientôt.